Salut les électromobilistes, c'est David. Alors aujourd'hui un petit format un peu spécial puisque je vais décortiquer l'actualité de mi-juillet, on va dire. Aujourd'hui on est le 15 juillet, cette vidéo sera peut-être postée demain. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui une petite actualité que je vais vous décortiquer. Alors je vous lis un petit peu le menu et puis après on va voir tout ça. Donc aujourd'hui on va parler de la campagne de rappel de Hyundai, des boîtes de vitesse dans les véhicules électriques. Zéro émission, c'est parti pour 2035. L'Europe a dit oui et l'Allemagne et la France disent non. Les voitures électriques et solaires, la voiture électrique et solaire avec 700 km d'autonomie, ouais, ouais. La Lightyear One. Du retard dans les livraisons, de l'avancée dans les livraisons chez Tesla, c'est bien compliqué. Et enfin, mon petit plaisir, la chasse aux fake news. Aujourd'hui, j'ai décortiqué une fake news pour vous. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Alors avant cela, vous le savez, la survie d'une chaîne YouTube, elle tient à vous, à ses abonnés. Donc c'est pourquoi je vous invite à vous abonner dès à présent. Vous allez sur l'électromobiliste avec un E accent juste, le premier E, vous abonner dès à présent pour suivre mon actualité. Et surtout, vous n'hésitez pas, mettez des commentaires et un pouce en l'air, voilà, si l'actu vous plaît. Voilà, c'est parti. Donc tout de suite, on va parler du premier point, la campagne de rappel de Hyundai. Donc on voit la campagne de Hyundai. Hyundai vient de lancer en grande pompe sa nouvelle voiture. Donc justement, vous pouvez retrouver la vidéo, dont je vous mets le lien. Donc j'ai fait 2 vidéos sur la Ioniq. Une troisième arrive d'ailleurs. Check news, breaking news. Donc voilà, alors qu'ils sont en train de lancer en grande pompe leur Ioniq 5, ils ont une campagne de rappel en parallèle sur 80 000 Kona à travers le monde. Je crois que c'est à peu près 2000 Kona en France qui sont concernés pour remplacer le pack batterie complet suite à plusieurs incendies. Alors 14 pour être précis à ce jour, donc on est le 15, 14-15 pour être précis, donc ça serait causé par une défaillance de la batterie. Voilà, j'en sais pas plus, mais c'est vrai que c'est quand même un rappel d'envergure qui est assez rare pour être souligné. Alors, même si c'est une mauvaise nouvelle pour Hyundai, parce que ça fait pas forcément une bonne publicité pour Hyundai, moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle déjà pour les propriétaires de Hyundai qui vont retrouver une batterie neuve. Et puis c'est finalement une belle communication sur la qualité du service après-vente de Hyundai qui lésine pas sur les moyens pour maintenir la fiabilité de ces véhicules. Alors que dans le même temps, chez General Motors, donc eux, plutôt que de dire ramenez vos voitures, on va changer la batterie, ils demandent aux propriétaires de Bolt, donc les Chevrolet Bolt EV, de ne pas charger la nuit ou de ne pas se garer à l'intérieur des garages suite à 2 incendies qui viennent d'avoir, même 3 incendies qui viennent d'avoir lieu pendant les 2 dernières semaines. Voilà, donc vous voyez, c'est une information électrique, donc c'est assez drôle. Je suis tombé dessus justement un peu par hasard. Voilà, donc ça c'était concernant le rappel de Hyundai. Alors dites dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce rappel. Est-ce que vous êtes concerné par ce rappel? Est-ce que vous avez une Kona? Dites-nous-le dans les commentaires. Voilà. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est Bosch, donc qui vient d'annoncer la création d'une boîte de vitesse pour voiture électrique. Oui, oui. Alors vous avez bien entendu. Donc alors qu'aujourd'hui, la plupart des modèles, alors, sauf la Taycan de Porsche ou l'Audi e-tron GT, mais la quasi-totalité des modèles de véhicules électriques ne sont pas équipés de boîte de vitesse, tout simplement parce que vous avez 100% de puissance en permanence. Donc voilà, donc Bosch sort une boîte de vitesse alors qui s'appelle la CVT 4EV, donc 4EV, donc j'imagine que ça veut dire pour les véhicules électriques, et donc CVT c'est Continuously Variable Transmission. Fort, je sais pas si c'est fort pour les EV ou fort 4 parce que il a été estimé donc que alors c'est pas cet article, tac, non c'est pas cet article non plus, c'est pas cet article, je l'ai plus, je l'ai plus, mais il a été estimé qu'à peu près 4% d'économie pouvait être réalisée, donc c'est un test qui a été fait sur une e-Golf, voilà, par Bosch. Alors c'est amusant parce que cette actualité de Bosch, elle vient contrebalancer une annonce qui avait été faite par Volkmar Denner,
donc ici, qui jette un pavé dans la mare. Donc, il avait accordé le 22 avril 2021 une interview, donc voilà ici, sur le Financial Times. Alors le Financial Times, qui est assez drôle, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est un magazine britannique qui, rappelons-le, ne fait plus partie de l'Union européenne. Et donc le 22 avril 2021, ce fameux Volckmar a réalisé une interview sur laquelle il a fortement critiqué l'Union européenne qui a enclenché une marche forcée pour le passage aux véhicules électriques. Et donc il faut quand même préciser que ce point de vue, il n'était pas de l'avis de tous chez Bosch, au point que il vient d'être viré. Voilà, enfin, il a quitté ses fonctions. On va dire qu'on lui a gentiment dit qu'il fallait partir. Et donc, aujourd'hui, alors qu'il vient d'y avoir cette annonce du départ, 10 jours plus tard, 15 jours plus tard, on apprend qu'il y a une boîte de vitesse donc pour les véhicules électriques qui sort. C'est assez amusant. Alors on peut interpréter cette annonce comme une démarche de sauvegarde de l'emploi chez Bosch, parce que ils cherchent peut-être à profiter du passage à l'électrique pour se faire une place dans cette nouvelle industrie et y imposer des brevets. Alors, c'est plutôt évident que l'industrie des moteurs thermiques va entraîner dans sa chute des constructeurs comme Bosch s'ils continuent à ne faire que des équipements pour les moteurs thermiques. Voilà, donc reste à espérer que ce genre de produits ne viennent pas complexifier la mécanique des moteurs électriques, alors dont la longévité a déjà été prouvée maintes fois. Et puis, il ne faudrait pas que ça entraîne non plus un surcoût ou un besoin d'entretien trop important, alors qu'aujourd'hui, on le sait, les véhicules électriques, ils ont pas besoin vraiment d'entretien. Le moteur en lui-même, la batterie, n'ont vraiment pas besoin d'entretien. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Voilà, donc dites vous aussi, si vous avez des commentaires sur chaque avis, enfin sur chaque actu, n'hésitez pas à rajouter vos petits points de vue. Et puis bien sûr, je mettrai tous les liens dans la description. Officiel. Le troisième point, c'est l'Europe vient d'interdire les voitures électriques à partir de 2035. Donc, elle a voté, donc l'Assemblée européenne a voté pour interdire la vente des véhicules rejetant du CO2, toutes technologies confondues, à partir du 1er janvier 2035. Alors que précédemment, la date a été fixée au 1er janvier 2040. Voilà, donc ça a été un petit peu avancé face à l'urgence climatique. Voilà. Alors en parallèle, les conditions de commercialisation des moteurs thermiques vont progressivement se durcir d'année en année. Il ne faut pas croire que jusqu'à 2035, on va pouvoir vendre du thermique. Non, ça va être de plus en plus compliqué de vendre des véhicules thermiques, puisqu'il va y avoir des taxes qui vont être de plus importantes et puis des exigences en termes de rejet de CO2 qui vont être de plus en plus drastiques. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que l'Europe, elle dit oui donc pour le passage en 2035 au 100% zéro émission. Donc ça peut aussi sous-entendre l'hydrogène, mais c'est un cahier des charges qui est, selon la France et l'Allemagne, qui est un peu trop court. Et donc la France et l'Allemagne font un peu de résistance. Alors il faut savoir que la France et l'Allemagne, ils concentrent la quasi-totalité des constructeurs de véhicules européens. Donc si vous prenez Peugeot, Renault, Citroën et même donc Opel, vous savez que maintenant vous avez des gros groupes comme Stellantis qui ont racheté un petit peu Fiat, tout ça. Donc tous ces gros groupes-là maintenant, ils sont surtout axés sur la France. L'Allemagne, c'est toutes les voitures allemandes donc on connaît bien, donc Volkswagen, Audi, BMW, Porsche, voilà. Donc c'est vrai que la France et l'Allemagne, deux regroupent quand même une grosse partie des constructeurs européens. Et donc c'est vrai que eux, ils ont tendance un petit peu à freiner de le faire en disant non, attends, oui, 2035, c'est pas possible. Alors il faut rappeler que alors je vous montre un petit peu en même temps les articles, en même temps que j'en parle. Donc l'Europe imposera le zéro émission en 2035, voilà. Et à côté de ça, la France, elle veut pas passer au tout électrique trop vite. Donc c'est vrai que la France là vient de son côté, donc l'Élysée vient de plaider hier donc en faveur de l'hybride rechargeable pour favoriser une transition face à un calendrier un peu trop rapide. Alors donc voilà, tout ça se retrouvera dans l'article de Caradisiac,
très bon magazine Caradisiac, j'aime beaucoup les vidéos aussi sur les véhicules électriques qui sont très sympas, qui sont plutôt objectifs, voilà. Donc voilà, donc il y a également, je ne sais pas si cet article en parle, mais il y a également un plan d'action, un plan d'investissement assez important qui va être lancé en faveur des constructeurs automobiles français, donc l'industrie automobile française, pour favoriser le passage à l'électrique. Voilà. Sachant qu'il y a également l'hydrogène qui est peut-être en passe d'être financé et d'émerger en France. Alors, même si l'idée, bon, moi je sais pas, je suis un peu mitigé sur l'avis, puisque pour produire 1 kW d'énergie hydrogène, il faut dépenser beaucoup plus d'énergie électrique. Donc voilà, est-ce que c'est pas plus simple de mettre directement l'électricité dans une batterie? On a moins de pertes. Bon, ça c'est une autre question, je voulais pas en parler aujourd'hui, et j'en parle pas. L'actualité aussi, c'est la voiture solaire, donc la Lightyear One, qui confirme sur circuit 700 km d'autonomie. C'est assez dingue, 700 km d'autonomie. Alors, la Lightyear One, elle est assez particulière parce que, outre sa petite batterie, elle a 60 kW, ça reste assez modeste, hein, même une Kona à 64 kW. Hein. Ça reste modeste par rapport au marché, mais on note surtout des panneaux solaires sur la carrosserie. Alors de là à dire que grâce à ces panneaux on obtient une telle performance, faut rester prudent. D'ailleurs, hein, ici c'est un petit peu décrit. Et puis surtout ces 700 km, il faut les prendre avec du recul. C'est pas 700 km WLTP. Hein. C'est pas des normes, c'est pas passé au banc, donc c'est pas à mettre en comparaison avec les 448 km d'une SR+, ou les 612 km d'une long range, si je me trompe pas sur les chiffres. Mais donc ce record, il faut le mettre plutôt à part, hein, parce que là c'est 700 km mais qui sont faits sur un anneau, donc c'est un circuit rond sur lequel la voiture a roulé à 85 km/h non-stop, donc pas de vent, un temps idéal, donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Et puis donc ils estiment, alors donc c'est pour ça que je dis que l'énergie solaire elle est à prendre avec des pincettes, puisque on parle de 70 km récupérés avec les panneaux solaires dans les meilleures conditions. Alors, ce record, il n'a rien d'un record en fait, puisqu'il correspond non seulement pas du tout à la norme WLTP, et puis si en fait on regarde bien l'actualité plus ancienne, on s'aperçoit que la Kona de Hyundai, la Kona électrique, elle avait battu un record, elle avait fait 1000 km avec une seule charge, alors qu'elle a une batterie de 64 kW et elle n'a pas de panneau solaire. Alors bien sûr, comment est-ce qu'elle a fait pour faire autant de kilomètres? C'est pas dur. Elle s'est mise sur un anneau et puis elle a roulé à 30 km/h. Alors donc je vous mets également ce lien, hein, que vous retrouverez également sur d'autres revues internet. Mais ça montre bien un petit peu que voilà, faut relativiser, c'est bien, ça fait un petit peu le buzz, mais voilà, reposons les pieds sur terre. C'est pas pour demain une voiture qui va faire. S'il nous disait 700 km d'autonomie à 130 km/h sur autoroute avec 4 personnes dedans, alors là, j'applaudirais dès demain. Surtout avec 60 kW, mais là non, faut pas pousser. Mais c'est bien quand même, hein, applaudissons l'exploit quand même, allez. Voilà, c'est fait. Du retard dans les livraisons des Tesla Model 3. Alors, Tesla Model 3, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Les Tesla Model 3 qui ont été commandés avant le 1er juillet 2021, et qui initialement étaient annoncés pour une livraison au mois d'août, sont actuellement décalés au mois de novembre. Alors là, c'est la mauvaise surprise, hein, pour ceux qui ont passé la commande. Et surtout, il n'y a pas d'explication, donc on ne sait pas pourquoi. Alors, c'est vrai que, outre la question qui concerne les livraisons des Model 3 qui sont commandées avant le 1er juillet 2021, il y a surtout la question de la prime écologique qui, au 1er juillet, qui, avant le 1er juillet, était de 7 000 € et qui, à partir du 1er juillet, a basculé à 6 000 €. Et donc la question c'est, est-ce qu'elle sera maintenue au maximum, ou est-ce que la prime va passer de 7 000 à 6 000 € pour les véhicules de moins de 45 000 €, et est-ce qu'elle va passer de 3 000 à 2 000 € pour les véhicules entre 45 000 et 60 000 €. Donc, en gros, la question c'est, est-ce que la voiture va me coûter 1 000 € de plus à la facture, à la facturation? Donc après avoir personnellement, j'ai contacté Tesla au téléphone, qui m'a confirmé que le ministère du Transport avait assuré aux fabricants des véhicules, plusieurs fabricants de véhicules, hein, donc un consortium de fabricants qui est venu voir le ministre du Transport en disant attendez, nous on a des problèmes, c'est surtout qu'il y a une pénurie de composants électroniques, donc les semi-conducteurs,
et que donc toutes les voitures aujourd'hui qui sont commandées, il y a des délais de livraison qui sont de plus en plus allongés. Alors on ne sait pas quand est-ce que va arriver la fin de cette pénurie, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors après, les avoir contactés, ils m'ont bien confirmé que le ministère du Transport avait assuré que la prime maximale, qui est réservée à ceux qui ont commandé avant le 1er juillet, sera assurée pour les véhicules, même si la livraison est au-delà du mois de septembre, donc jusqu'au mois de décembre. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça revient un petit peu sur l'article de l'Argus dont j'avais parlé dans mon autre vidéo. Voilà, donc maintenant, quant au retard de la TM3, de la Tesla Model 3, pourquoi est-ce qu'elle en est en retard? Actuellement, aucune explication n'a été donnée. Tesla n'a pas pu m'expliquer. En France, ils ne savent pas vraiment. Le personnel de Tesla français ne sait pas pourquoi. Cependant, il y a une réunion qui va avoir lieu la semaine prochaine. Alors peut-être que on aura plus d'informations. Dès que moi je peux avoir des informations, je reviendrai vers vous. Si vous avez des informations aussi sur les livraisons de ces modèles, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si votre voiture est toujours maintenue au mois de novembre ou si vous voyez qu'elle vient de repasser au mois d'août, ou si vous avez eu quelqu'un de chez Tesla qui vous a dit quelque chose de particulier, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ce qu'on sait donc, c'est que la semaine prochaine, peut-être qu'on va être un peu plus éclairé sur les délais, savoir si les délais de mois de novembre, ce seront vraiment des délais au mois de novembre, ou si peut-être que ce sera livré avant, et puis peut-être qu'on aura aussi des informations sur la raison de ce retard. Alors retard que selon moi, j'attribue aux semi-conducteurs. Les composants sont devenus indispensables, et même si Tesla a jusqu'ici réussi à passer entre les gouttes et à sauvegarder un petit peu la fabrication de tous ces véhicules électriques, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils sont un peu à court. Alors en tout cas, est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'ils sont à court de bateaux? Parce qu'en tout cas, ils ont décidé de basculer la livraison, d'avancer la livraison de la Model Y en France et en Europe donc, au mois de septembre. Alors on va en parler juste après. Donc peut-être qu'il y aura la possibilité, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y aura peut-être possibilité d'avoir des nouvelles options. Alors rien à voir avec la Tesla Model Y, si ce n'est justement cette option. Alors, donc je vais vous montrer un petit peu. C'est une option qui est proposée pour la Tesla Model Y, c'est le crochet d'attelage, alors qui auparavant sur la Tesla Model Y était facturé un peu plus de 1000 €, puis il a été facturé un peu plus de 1600 €, ce qui fait qu'on ne pouvait pas en bénéficier si on voulait profiter de la prime écologique au maximum. Et puis à ce coup, il a été supprimé, tout simplement, tout bonnement, il a été supprimé de toutes les Tesla Model 3. On ne peut même plus, et donc on ne peut pas faire d'achat après la livraison. Sauf que la Tesla Model Y, donc, qui va arriver en France, elle, on peut en bénéficier après la livraison. Ça veut dire que le châssis est déjà équipé pour accueillir un crochet d'attelage. Ce qui donc actuellement n'est pas encore le cas, donc les crochets d'attelage ne sont pas du tout parmi les options qu'on peut prendre ou qu'on peut prendre même après, c'est pas du tout précisé. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est que chaque livraison de Tesla, tous les trimestres, apporte son petit lot de nouveautés. Alors les dernières, c'était par exemple les inserts en bois sur les portes qui ont été ajoutés, alors qu'avant ils étaient qu'au niveau du tableau de bord. Donc peut-être qu'il y aura des nouveautés, et donc moi je me dis peut-être que ça va être le crochet d'attelage qui va être ajoutable. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais c'est un peu un mot inventé, mais peut-être qu'on pourra ajouter le crochet d'attelage après coup, ce qui n'est toujours pas possible actuellement. Voilà. Donc voilà, ça serait une belle surprise. Alors je vous pose aussi la question à vous. Selon vous, qu'est-ce qui serait une grande nouvelle, qu'est-ce qui serait une nouveauté sympa sur la Tesla Model 3 qui manque? Peut-être le frunk électrique, donc le coffre avant qui serait électrique, ou alors des poignées qui s'ouvrent légèrement quand on approche du véhicule, ce qui manque un petit peu sur la Tesla Model 3. Dites-nous-le dans les commentaires, vous, ce que vous aimeriez bien voir ou ce que vous pensez avoir comme future option dans les prochaines livraisons de la Tesla Model 3. Et justement, donc, on y vient, voilà, vous avez vu, on en parle, c'est la Tesla Model Y, c'est un petit peu la nouvelle de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est une belle information. La Tesla Model Y fabriquée en Chine va désormais être livrée sur le sol européen. Alors, avec les retards qu'a pris la Gigafactory de Berlin dans sa construction, et la concurrence qui se fait de plus en plus pressante sur le segment des SUV, avec par exemple la ID.4, la Enyaq, ou alors la Ioniq 5, donc j'ai fait justement un article récemment, la clientèle risque d'aller voir la concurrence. Alors aussi pour combler les plus impatients,
peut-être que voilà, ils se sont dit, bon, on va faire venir des modèles Y pour faire patienter. Alors reste qu'il faudra se contenter d'une autonomie moindre que celle annoncée avec les cellules Roadrunner, hein, qui seront fabriquées sur la Gigafactory, qui seront mises sur les modèles Y qui sortiront de l'usine allemande. Alors on apprend également qu'une version SR+, alors je crois pas ici avoir le modèle, alors, on va regarder un petit peu, ce qui se passe au niveau de la modèle Y. Donc si je vais regarder, hop, si je fais commander, alors ce que vous pouvez tous faire, hein, c'est ici vous allez passer sur le modèle chinois. Alors je vais prendre Hong Kong English, ça sera un petit peu plus simple. Et on voit qu'il y a une standard range qui est disponible, donc une modèle Y standard range qui est disponible à partir du mois de septembre pour la Chine, pour Hong Kong. Et donc qui serait au prix approximatif avant les primes, qui serait à peu près de 50 000 €. Alors ça veut dire que même si la Tesla SR+ modèle Y arrive en France, elle ne sera pas éligible à la super prime. Cependant, c'est quand même une bonne nouvelle. Reste que il faut nuancer ces bonnes nouvelles par quelque chose, c'est que pour l'instant, on n'a que les 5 places qui sont disponibles. Alors, est-ce que la SR+ de la modèle Y qui a été abandonnée aux États-Unis pourra arriver en France? Ce serait une super nouvelle. Est-ce que ce serait un modèle chinois? Est-ce que la SR+ va être fabriquée en Europe dans l'usine, la Gigafactory de Berlin? On ne sait pas. Est-ce que ce sera des batteries LFP, comme sur donc les lithium fer phosphate, comme sur la Tesla Model 3 SR+? On ne sait pas. Hein, de toute façon, on le sait très bien maintenant. Enfin, la seule chose qu'on sait, c'est que Tesla ne communique pas beaucoup. Donc aujourd'hui, le seul modèle Y qui est disponible à partir du mois de septembre, c'est le modèle grande autonomie. Le modèle performance, lui, n'étant prévu que pour début 2022. Et puis donc, pour l'instant, pas de nouvelles de SR+, et pas de nouvelles de cette place. Voilà, donc c'est des propos à nuancer. Alors, avant de vous présenter un petit peu la dernière partie, je voulais vous dire une dernière fois, likez ma vidéo et surtout abonnez-vous, hein, puisque c'est la survie de ma chaîne, de votre chaîne, puisque c'est votre chaîne, elle en dépend. Voilà, donc je vous remercie d'avance de liker cette vidéo et de vous abonner. Donc je vais maintenant vous parler des fake news. Alors un petit peu des fake news, on sait souvent les fake news sur les véhicules électriques sont mises en place par les lobbies de fabricants de voitures thermiques, les lobbies pétroliers. Alors voilà, tout ça est un peu nébuleux, mais de plus en plus de fact-checking prouve que tout ça c'est du vent. Et puis alors, la dernière fake news sur laquelle je suis tombé et qui était quand même assez grosse, elle vient de l'Automobile Magazine. Alors de toute façon c'est un magazine qui tape assez souvent sur les véhicules électriques et particulièrement sur les véhicules qui ne sont pas français. Et là donc ils ont fait fort, hein, donc l'article s'appelle Quelles sont les vraies autonomies de la Tesla la moins chère? Donc c'est un petit peu putaclic déjà, donc on a un petit peu envie de cliquer, et puis alors surtout quand on commence à regarder, on s'aperçoit que c'est des valeurs qui sont complètement folles. C'est-à-dire qu'ici vous avez la Tesla, et ici vous avez la Renault, et puis donc la Tesla vous annonce une autonomie en ville, donc de 318 km, et à côté de ça, il vous annonce 395 km en ville avec la Zoé. Ok. L'autonomie sur route, donc à 90 km/h, 278 km avec la Standard Plus, 280 km avec la Zoé. Donc là, la Zoé, déjà, elle expose les compteurs. Et l'autonomie sur autoroute, alors là, on dégringole, c'est la panade. On descend à 233 km sur autoroute et 220 km sur autoroute quand même avec la Renault Zoé, qui a une batterie de 50 kW. Alors, donc, ils sont forts parce qu'ils ont quand même réussi à sortir des autonomies pour la Tesla. Je sais pas, ils ont sorti ça de leur chapeau. Je sais pas d'où ça vient. Et puis en face, ils ont mis la valeur WLTP. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas testé, la Zoé, c'est pas possible. C'est des valeurs complètement fantaisistes pour la Tesla Model 3. Et puis en face, ils mettent des valeurs officielles pour la Zoé. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que ce genre de fake news, elle est assez facile à démonter, puisque il suffit simplement d'aller sur le site, par exemple, ici, là, j'ai ouvert le site de la Zoé. Et puis Zoé, il propose un test un configurateur qui va vous dire l'autonomie
en fonction de votre vitesse. Donc vous voyez, vous avez par exemple une vitesse de 30 km/h, et à 30 km/h avec 20 degrés centigrades, vous avez une autonomie de 409 km. Alors donc ça veut dire que vous êtes un petit peu au-dessus des 395 km, sauf que vous n'avez pas roulé très vite puisque vous allez rouler à 30 km/h. Et puis en mode éco, sans chauffage, sans climatisation, avec 20 degrés. Attention, conditions idéales. Mais alors ce qui est encore plus fort, c'est que si vous montez à 90 km/h, là vous obtenez 297 km d'autonomie, donc sur route. Donc là, on commence à rapprocher donc l'autonomie, l'autonomie qui est annoncée. Et puis, bon, il n'y a pas avec la fonction vent dans le dos, mais on voit quand même que c'est des autonomies qui sont un peu plus réalistes. Et puis, si on monte à 120 km/h, on descend à 218 km. Voilà. Donc là, clairement, c'est des autonomies qui sont annoncées depuis le site. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas testé la voiture, quoi. Ça se voit trop. Et l'autonomie en ville, 395 km, c'est risible puisque c'est vraiment l'autonomie WLTP de la Zoé. Alors je ne sais pas si c'est marqué quelque part d'ailleurs, cette autonomie. Bon, alors si vous allez sur le site de Renault, vous verrez, voilà, c'est l'autonomie WLTP. Bon, voilà. Renault est totalement transparent sur sa consommation, ils le disent bien. Effectivement, si vous roulez sur autoroute à 120 km/h, bah non, vous ne ferez pas 400 km, vous ferez que 220 km. Alors ce qui est drôle, c'est que moi j'ai été, je suis un peu fan de Björn Nyland. Alors là, il n'est pas à son avantage, puisque j'ai fait pause. J'ai fait pause surtout parce que il a fait donc une vidéo où il a fait un test, donc le range test, donc c'est un test d'autonomie sur la SR Plus Model 3 qu'il a réalisé il y a un mois. Donc c'est avec la nouvelle SR Plus 2021 qui annonce 448 km d'autonomie, donc avec la batterie LFP. Et donc on voit un petit peu sur ce tableau, donc il a fait une moyenne, donc il y a l'aller et le retour, et puis après il a fait une moyenne. Et donc la moyenne, il a estimé qu'avec une vitesse de 90 km/h, hop, je refais pause, alors il n'est toujours pas à son avantage, on va essayer, non, hop, hop, non, décidément, ça veut pas, le pauvre. On revient un petit peu en arrière. Ouais, voilà, c'est le mieux que je puisse avoir. Donc on s'aperçoit qu'avec une vitesse de 90 km/h, il a une consommation de 122 Wh par kilomètre, ce qui correspond à 12,2 kWh au 100, donc ce qui est vraiment bas. Hein. Moi, avec la Ioniq électrique, qui est la voiture qui consomme le moins, aujourd'hui j'arrive à peu près aux mêmes consommations. Et donc ça lui offre une autonomie de 408 km. Voilà. Pour une capacité qu'il a estimée avec son appareil, donc ce dongle qu'il a branché, donc le My Tesla, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a une application qui se connecte à la Tesla, et donc il a estimé qu'il y avait une batterie de 50 kWh, donc ce qui fait que c'est la même autonomie, pas la même capacité que la Zoé, et il arrive à 408 km d'autonomie. Et il arrive même à 120 km/h à 300 km d'autonomie. Voilà. Et si vous regardez cette vidéo, vous verrez, bon, de toute façon, Björn Nyland, il n'y a plus besoin de lui faire de publicité. Pour moi, c'est le YouTuber qui parle le plus des voitures électriques. Alors, beaucoup Tesla, mais voilà. C'était assez fantaisiste, ces valeurs. Donc, ça me rappelle un peu cette vidéo qui démontait complètement les voitures électriques, où c'était fake news sur fake news, et c'est un peu épuisant, voilà. Donc je voulais un petit peu partager avec vous ce genre de fake news. Alors si vous connaissez un petit peu des fake news, si vous en avez vu, n'hésitez pas à poster en commentaire un petit peu ce que vous avez vu. Alors bien sûr, il y a les fake news sur l'autonomie des batteries, la capacité des batteries qui se réduit, les moteurs qui sont bons à jeter, le recyclage des batteries qui se fait qu'à 30%, ou des choses comme ça. Voilà, donc tout ça, bon, c'est un combat un peu, c'est un peu un combat, hein. Donc le pot de fer contre le pot de terre, je sais pas, mais j'ai l'impression que la modèle électrique est en train de convertir de plus en plus de gens, puisque même les constructeurs automobiles s'y mettent un petit peu à marche forcée, c'est vrai, mais maintenant ils vantent l'électrique. Ce qui est assez drôle, hein, c'est qu'avant ils disaient que l'électrique c'était nul, puis maintenant qu'ils en vendent, ils disent que c'est génial. Voilà, donc c'est assez drôle. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie un petit peu d'avoir, on va pas rester là-dessus quand même, parce que c'est quand même pas un truc à voir, hein. D'ailleurs, je vous mettrai pas le lien dans le descriptif, parce que ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.